de cette édition de l'actualité enrôlement biométrique des Burkinabés de l'extérieur, le coup d'envoi est donné aujourd'hui même à Abidjan, un événement attendu par la diaspora burkinabé. On voit cela à l'entame de ce journal. La diplomatie burkinabé en 2019 essentiellement marquée par la question sécuritaire. Le Burkina Faso a répondu présent aux grands rendez-vous internationaux pour la défense de ses intérêts et ceux de ses partenaires. La rétrospective dans ce journal est consacrée, comme vous l'aurez compris, à la diplomatie. Et cela à suivre dans quelques instants. Les appels à la vengeance de l'Iran après la mort du général Qassim Soleimani suite au raid aérien américain à Bagdad. Mais quelle sorte de vengeance Téhéran va choisir? La réponse à suivre en fin d'édition. Et puis un engin a explosé ce 4 janvier à Touéni dans le Sourou contre un car transportant des passagers faisant une dizaine de morts dont 7 élèves. Le ministre en charge de l'Éducation nationale est sur notre plateau pour parler de ce drame qui endeuille de nombreuses familles. Nous entendrons le professeur Stanislas Waro dans quelques instants. Bonsoir, merci de nous suivre. Voici pour vous ce communiqué ayant trait à ce drame dont nous parlions tantôt. Dans la matinée du samedi 4 janvier 2020, 3 cars partis de Touéni pour Tougan et transportant 160 passagers. L'un des cars a sauté sur un engin explosif improvisé. Le bilan provisoire fait état de 14 morts, parmi lesquels 7 élèves et 4 femmes. On enregistre également 19 blessés, dont 3 graves. Les blessés ont été immédiatement évacués au centre médical avec antenne chirurgicale de Tougan pour recevoir des soins médicaux appropriés. Le gouvernement condamne fermement cet acte lâche et barbare qui vise à mettre à mal le moral des populations. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il appelle les populations à rester mobilisées et vigilantes en cohésion avec les forces de défense et de sécurité. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence d'Angenou. Et pour rester complet sur ce sujet, nous allons tout de suite retrouver notre invité, le professeur Stanislas Waro, ministre en charge de l'Éducation nationale. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors donc c'est un début d'année douloureux encore au Burkina Faso et dans le Sourou précisément. En tant que ministre de l'Éducation, quelle réaction face à ce drame? Oui, tout à fait. C'est une journée difficile encore pour le Burkina Faso, en ce sens que nous avons perdu, donc, suite à cet incident, donc 14 Burkinabés, parmi lesquels donc, on enregistre 7 élèves et 4 femmes. Et donc, je voudrais effectivement, à la suite donc, du communiqué qui a été lu au nom du gouvernement, réinsister et retraduire donc, la solidarité du gouvernement avec les familles et souhaiter promptement aux blessés. Alors, dans quelles circonstances précises ce drame est-il arrivé? Alors, il faut dire que depuis quelques jours, pour être plus précis, donc le 2 janvier, donc, nous avons été saisis par le gouverneur de la région de la Bouddou-Moun sur le fait que des transporteurs éprouvaient des difficultés donc, de transport sur l'axe de Touéni-Tougan. Et comme vous savez qu'il s'agit ici de la reprise des activités scolaires, parce que nous sommes en fin de congé, donc cela occasionnait aussi des difficultés auprès des élèves qui souhaitaient rejoindre donc, leurs établissements après avoir passé quelques jours de congé auprès de leur famille. Et c'est ainsi que nous avons, donc, le ministre de la Défense a donc pris des dispositions pour que justement cet axe soit sécurisé à l'effet de permettre aux passagers de pouvoir et aux transporteurs de pouvoir vaquer à leurs occupations. Et donc c'est ainsi que depuis hier, donc, le GARCI, qui est le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, a pris des dispositions justement pour sécuriser cet axe. Et même hier, il faut dire que deux des 3 cars avaient souhaité prendre donc, le départ, avaient souhaité partir de Touéni hier. Et donc le GARCI a donné des consignes pour que donc, ces cars ne puissent pas bouger, afin que ces opérations de sécurisation se terminent et de façon à permettre à ces transporteurs et aux passagers surtout de pouvoir donc aller tranquillement de Touéni à Tougan. Et contre toute attente, donc ce matin, 3 cars ont pris le départ sans que effectivement
en fait, des informations leur permettant de prendre le départ ait été donnée. Donc c'est vraiment sans le respect justement de ces consignes qui ont été données. Et malheureusement, donc, nous avons constaté que parmi ces 3 cars, un des cars donc, a sauté sur un engin explosif. Et cela s'est passé même devant donc, le Garci, qui était en pleine opération de sécurisation. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou est-ce qu'il faut encore sensibiliser? Ou est-ce qu'il faut insister pour la sensibilisation? En fait, je voudrais d'abord, avant de le dire, préciser, parce que dès que le drame est survenu, donc les réseaux sociaux, une certaine presse a relayé des informations comme quoi en fait c'était un convoi d'élèves. C'est vrai que nous avons donc dans les 160 passagers, il y avait 104 élèves. Mais c'est lié aussi à la période de reprise d'activité qui fait que effectivement beaucoup d'élèves rejoignent donc leur lieu de scolarisation, donc les écoles. Et donc, c'est cela. Donc, il ne s'agissait pas d'un convoi organisé pour transporter des élèves, mais c'est des transports de passagers qui s'effectuaient. Alors, il faut dire que ce qui n'a pas marché, et je voudrais profiter justement de votre micro pour, au nom du gouvernement, attirer l'attention des populations sur la nécessité de respecter les consignes de sécurité. Parce que nous traversons une période assez difficile dans certaines régions, et les consignes de sécurité, même si elles sont difficiles pour des activités rémunératrices de revenus, sont nécessaires dans la situation actuelle parce que, comme je vous disais tantôt, des consignes fermes avaient été données pour que ces cars ne bougent pas jusqu'à ce que donc, un signal leur permettant de partir soit donné. Donc, et malheureusement, donc, les transporteurs n'ont pas respecté ces consignes. Donc c'est à ce niveau. Et comme je vous disais, 2 des 3 cars avaient prévu de bouger la veille, mais avaient été donc sommés de ne pas bouger. Et des consignes claires avaient été données à tous les transporteurs de ne bouger qu'après que effectivement le Garci ait donné l'autorisation de bouger, parce que le Garci était en pleine opération donc sur le site. Et ces consignes n'ont pas été respectées. Et donc, ces consignes ont pour objectif de sécuriser la population. Et nous souhaitons vraiment que ces consignes soient respectées. Parce que justement, vous voyez, le fait de n'avoir pas respecté ces consignes ont provoqué donc ce que nous regrettons aujourd'hui. Bien sûr, et donc c'est irréparable. Et oui. donc vraiment, ça peut être douloureux, mais c'est des consignes qui sont conformes à la situation actuelle. Et donc l'appel, c'est vraiment à le respect de ces consignes et surtout la collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans ce combat que nous menons contre le terrorisme. Alors, il y a 2 semaines, Monsieur le ministre, les Burkinabés ont encore ça dans les esprits, le drame à Arbinda, où il y a plus de 30 femmes ont trouvé la mort. Cette fois, c'est pas un convoi, mais c'est des cars qui transportaient beaucoup d'élèves qui ont été visés. Est-ce qu'on peut dire que les ennemis ont changé de cible? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont orienté leur cible, réorienté leur cible? Non, toujours est-il que dans ce combat, les terroristes leur objectif, c'est de faire mal. Et faire mal, c'est d'attaquer toutes les cibles possibles. Et c'est pour cela que, justement, nous devons fermement travailler à respecter les consignes de sécurité et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour faire en sorte que nous puissions les aider à combattre donc les terroristes. Parce que les terroristes n'ont pas de... Je ne pense pas qu'ils ont des choix spécifiques. Mais les enfants, on sait que des enfants, toucher à des enfants, c'est très douloureux, c'est assez délicat. Oui, toucher à des enfants, toucher à des femmes, ça fait mal. Toucher à des cibles vulnérables, cela fait mal. Mais c'est cela aussi l'objectif des terroristes. C'est pour cela que nous prenons des dispositions. Et comme je l'ai dit au début, lorsque nous avons été informés, nous avions pris des dispositions pour permettre donc à ces passagers-là, parmi lesquels on avait effectivement des élèves, de pouvoir donc rejoindre donc les différentes localités en toute sécurité. Et malheureusement, ces consignes n'ont pas été respectées. Et ça, c'est assez dommage. Et ces élèves, certains partaient pour Tougan, d'autres partaient pour Boubou-Dioulasso, pour Dédougou, pour Ouagadougou. Et donc, c'est arrivé. Nous déplorons effectivement ce qui est arrivé. Nous traduisons encore au nom du président du FASO, au nom du Premier ministre et au nom de l'ensemble du gouvernement, donc nos sincères condoléances aux familles qui ont effectivement été un soutien. Oui, le ministre de la Défense, au nom du gouvernement, s'est rendu sur les lieux et donc a rendu visite aux blessés. Donc nous avons enregistré 19 blessés, dont 3 graves, qui sont actuellement pris en charge
au centre médical avec antenne chirurgicale de Touga. Il faut dire que sur les 160 passagers, donc 120 dont les 19 blessés sont arrivés effectivement à Touga, et 26 passagers étaient portés disparus, parmi lesquels 21 élèves. Mais ils ont été retrouvés à quelques encablures donc du lieu où s'est produit l'incident, donc qui s'appelle Dagalé, et ces 26 qui étaient portés disparus ont été effectivement pris en charge par le Garcier et ont été ramenés à Touéni. Donc nous avons 26 qui sont actuellement à Touéni aussi. Merci beaucoup. Merci Monsieur le ministre d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ce drame qui frappe encore le Burkina Faso en ce début d'année. Nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire où la Commission électorale nationale indépendante lance ce matin à Abidjan l'enrôlement biométrique des Burkinabés de l'extérieur en vue de l'élection présidentielle de 2020. La cérémonie marque le top de départ du processus dans tous les autres pays, occasion pour les représentants de la diaspora burkinabé de saluer le respect de cet engagement pris par le gouvernement. L'opération se déroule jusqu'au 26 janvier dans les différents consulats. Sur le coup d'envoi de l'enrôlement à Abidjan, nous suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Roger Bembamba, Pascal Kani. C'est historique. Abdelaziz Sareba, guide spirituel burkinabé, vivant en Côte d'Ivoire, est le tout premier burkinabé de la diaspora à être enrôlé sur le fichier électoral de son pays. La Commission électorale nationale indépendante lance ainsi l'enrôlement biométrique des burkinabés de l'extérieur. Ce matin au consulat général d'Abidjan, c'est une foule de grands jours qui salue l'événement, à l'image d'Issa Kassaouadgo qui vient juste d'être enrôlé. Aujourd'hui, nous, le Burkinabé résident en Côte d'Ivoire, nous sommes dits de voir cette opération qui a commencé en Côte d'Ivoire. C'est à nous maintenant de s'élever et mobiliser les gens et tout le monde pour que chacun vienne s'enrôler. Parce que celui qui veut choisir quelqu'un qui t'a convaincu dans son projet, il faut le voter. Si tu n'as pas de carte, c'est comme tu es contre tes propres intérêts. Et à savoir aujourd'hui que ce vote soit effectif et que chacun pourrait aujourd'hui crier haut et fort. Vraiment, je suis à l'auteur de ce président qui gère le Burkina aujourd'hui. C'est un espoir indéfini pour nous, la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Nous pouvons nous réjouir pour un processus qui est en train de se dérouler dans de très bonnes conditions. Et le constat aussi que nous faisons est que nous avons remarqué que tous les intervenants à la tribune ont lancé le même message, la mobilisation de l'ensemble des Burkinabés pour l'enrôlement au niveau des listes électorales. Mais avant, à la cérémonie, tous les intervenants, ambassadeurs, ministres, représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, tous ont loué les efforts du gouvernement pour que le vote des Burkinabés de l'extérieur soit une réalité. Un grand pas vient d'être franchi vers la concrétisation de ces rêves caressés et réclamés par les Burkinabés de l'extérieur. Il avait dit, le président Roch-Marc Christian Kaboré, il le réalise. Il s'agit d'une volonté politique qui se concrétise, mais qui en même temps, comme disait le président de la CENI, interpelle l'ensemble de la classe politique et de la diaspora. En même temps qu'on vous donne la possibilité de le faire, vous devez saisir cette opportunité pour pouvoir exprimer vos points de vue, participer au choix de vos responsables afin de jouer sur le développement et les politiques de développement qui vont s'opérer par les responsables que vous allez élire. C'est une fierté, comme je le disais tantôt, pour un fils d'immigré d'être aujourd'hui l'artisan de l'accomplissement des droits revendiqués par cette diaspora depuis la création de notre pays. C'est une fierté. La CENI, c'est une équipe solide de 15 commissaires, de 80 techniciens qui travaillent au quotidien pour que les Burkinabés puissent exprimer leur devoir de citoyen. Notre rôle, et c'est ce que nous faisons, c'est de créer les conditions pour que l'enrôlement puisse se tenir dans les meilleures conditions, pour que celui qui veut s'enrôler vienne effectivement le faire pour pouvoir voter en 2020. Déjà, le rang se forme dans l'enceinte du consulat, un engouement souhaité par les responsables de la CENI. Dans cette opération, la CENI espère enrôler au moins 2 millions d'électeurs. Les Burkinabés de l'extérieur qui auront fait la preuve de leur appartenance à la nation burkinabé à travers les documents exigés pourront s'enrôler sur le fichier électoral jusqu'au 26 janvier prochain.
Vous l'aurez donc compris, c'est un moment longtemps attendu de toute la diaspora burkinabé, notamment celle de Côte d'Ivoire. Promesse avait été faite que les Burkinabés de l'extérieur participeront au vote de 2020. Une promesse en passe d'être tenue avec l'enrôlement biométrique qui est désormais une réalité. À la veille de ce rendez-vous, une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre des familles burkinabés sur place pour recueillir leurs impressions. Nous suivons le reportage de Roger Bembamba et Pascal Kané. Quartier Koumassi-Ramblais, Abidjan, il est 9h. La famille Diko, installée depuis 42 ans dans ce pays, discute d'un événement important. Certains de ses membres pourront enfin se faire enrôler sur le fichier électoral de leur pays, le Burkina Faso. Un événement attendu ici depuis longtemps. Diko, un passionné du football et des étalons en particulier, est impatient de participer au choix des responsables de son pays. À partir d'aujourd'hui, il pourra se faire enrôler et la voie du vote 2020 lui sera ainsi officiellement ouverte. Les Burkinabés de Côte d'Ivoire, ils ont toujours fait la bagarre pour ça parce qu'ils ne peuvent pas voter. Donc cette année, c'est bienvenu pour que tous les Burkinabés qui résident à Abidjan deviennent s'enrôler pour une bonne condition de vote 2020. La famille Diko est prête et c'est avec enthousiasme qu'elle se rendra au consulat général du Burkina pour assister au top de départ de l'enrôlement biométrique et pourquoi pas être les premiers Burkinabés d'Abidjan à se faire enrôler. Depuis le début, comme moi je suis père de la famille, je l'ai préparé chacun à ses pièces et les jours J, ils vont aller voter. J'ai dit à les hommes politiques seulement, il n'a qu'à mettre l'eau dans les vins, il n'a qu'à quand même faire les réconciliations vraies pour que les élections passent dans les normes. Parce que s'il n'y a pas la paix, les élections ne vont pas passer comme on veut. À quelques encablures de là, une autre famille burkinabé s'apprête à se faire enrôler. La famille Kemde. Les 3 membres présents ce matin ont tous l'âge de voter. Ça nous fait aussi une grande joie parce que les Maliens, les Sénégalais votent ici. Mais nous, depuis lors, on nous promet, mais nous n'avons jamais été satisfaits. Et cette fois-ci, nous pensons que c'est le bon. Nous remercions le gouvernement actuel qui a tout fait pour que nous votons en Côte d'Ivoire. Du côté de l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire, on est également fin prêt. L'ambassadeur et le consul général ont travaillé en collaboration avec la CENI pour cet événement d'envergure internationale. Le rôle de l'administration, c'est d'accompagner la CENI. La CENI donc a dépêché une mission ici depuis le 27 qui est arrivée. On a constitué des commissions qui touchent aussi bien la mobilisation, l'animation. Et de façon pratique, le travail se fait disons, en collaboration étroite avec le consulat général du Burkina à Abidjan et bien sûr le président de la commission électorale indépendante d'ambassade et le président de la commission électorale indépendante du consulat. Il n'y a pas de, disons qu'il n'y a pas de difficulté particulière comme on s'y était préparé. L'enrôlement, c'est d'abord avoir la carte nationale d'identité burkinabé ou le passeport ordinaire et être enregistré au consulat ou à l'ambassade. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons déjà remis le fichier de l'ensemble des personnes immatriculées à l'ambassade et donc ce qu'il faut apporter, c'est sa carte consulaire qui fait la preuve que vous résidez en Côte d'Ivoire et la carte nationale d'identité burkinabé ou le passeport ordinaire qui fait qui est la preuve de votre appartenance au Burkina Faso. Le lancement d'Abidjan marque également le top de départ de l'enrôlement biométrique dans les autres pays du monde. À partir du 4 janvier, les Burkinabés vivant à l'extérieur auront jusqu'au 26 janvier pour se faire enrôler en vue de participer aux échéances électorales de 2020. Et pour relever les nombreux défis de développement de la mère patrie, il faudra désormais compter avec la diaspora burkinabé. Celle de Béguédo, qui est dans cette dynamique, veut mieux s'organiser pour réussir le pari. C'est toute l'ambition de la journée de la diaspora initiée dans la commune. Cohésion et synergie d'action sont les maîtres mots de ce cadre d'échange qui est à sa toute première édition. Reportage Tanga Kafando. Ils sont venus de l'Italie, du Gabon, de la France,
de la Guinée-Conakry et bien d'autres pays pour prendre part à la première journée de la diaspora, une journée initiée par le conseil municipal de Begdo en vue de magnifier la contribution de la diaspora au développement de la commune et susciter d'autres initiatives. La diaspora begdolaise intervient même bien avant la décentralisation et continue de le faire. Nous sommes toujours à la recherche de financements innovants pour vraiment booster le développement de notre commune. C'est pour cela que nous avons initié cette première édition de la journée de la diaspora. Loin de la mère patrie, la diaspora rencontre des problèmes dans leur pays d'accueil et l'occasion fut belle pour plaider auprès du département de tutelle pour des solutions. Et parmi ces préoccupations, il y a la difficulté du renouvellement du passeport burkinabé et la question des retraites. Et après avoir fait tant d'années et qu'on se trouve avec un âge avancé et travailler beaucoup dans le pays, il se trouve que vous devez aller en retraite. Et souvent, quand tu dois aller en retraite, tu dois rester nécessairement dans le pays. Si tu sors, tu ne rentres plus dans cette sens-là. Première du genre, la journée de la diaspora à Begdo pourrait inspirer d'autres communes et le parrain s'engage à accompagner l'initiative pour sa pérennisation. C'est quand même une très belle initiative à mon avis. Et je pense qu'en tant que fils de la localité, je vais m'engager à accompagner cette initiative. Ce n'est que la première édition. 2 communications ont constitué le programme de la journée, des communications sur la question de l'immigration, les problèmes que rencontre la diaspora et les modalités de sa contribution pour le développement de la mère patrie. La question sécuritaire aura été de tous les combats au Burkina Faso, surtout dans le domaine de la diplomatie. Donc tout au long de l'année 2019, le président du Faso étant également président en exercice du G5 Sahel, à ce double titre, Roch-Marc Christian Kaboré prendra son bâton de pèlerin pour mobiliser les partenaires internationaux dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que 2019 n'aura pas été de tout repos pour le chef de l'État burkinabé. Voici pour vous la rétrospective de la diplomatie burkinabé avec Vincent Kendrebego. La question de sécurité aura été le fil conducteur de la diplomatie burkinabé durant l'année 2019, avec une double casquette pour Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso et président en exercice du G5 Sahel. À ce titre, le chef de l'État a multiplié les voyages à l'étranger jusqu'à la tribune des Nations Unies pour mobiliser l'ensemble des acteurs de premier plan sur la scène internationale et les rallier à la cause de cette organisation désormais sous les feux des projecteurs des médias. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Alpha Bari, a été à toutes les rencontres de Ouagadougou à New York à la recherche d'un mandat de l'ONU au profit de la force conjointe du G5 Sahel. En juillet, Ouagadougou a organisé un sommet extraordinaire de la CEDEAO, toujours sur ces questions sécuritaires qui affectent l'ensemble de la sous-région. Le Burkina Faso était également au sommet Russie-Afrique en octobre. Au-delà du caractère économique de ce grand rendez-vous, Roch-Marc Christian Kaboré a mis à profit sa participation pour explorer des pistes de renforcement de la coopération russe dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et en août, le Burkina Faso a participé à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Roch-Marc Christian Kaboré y a conduit une forte délégation, y compris des hommes d'affaires burkinabés. Les pays du Golfe ne sont pas en reste. En mai, le président Kaboré était en Arabie Saoudite où il a porté la voix du G5 Sahel à la conférence de l'Organisation de la coopération islamique. Elle est l'une des illustres hôtes du Burkina en 2019. En début mai, la chancelière allemande Angela Merkel effectuait une visite de 48 heures à Ouagadougou, une première pour un chancelier allemand de fouler la terre des hommes intègres. À Ouagadougou, Angela Merkel a assuré du soutien de son pays au Burkina Faso face à ces défis de sécurité. Cette visite donnait suite à celle effectuée par le président du Faso en Allemagne en début d'année, confortant ainsi l'axe Ouaga-Berlin.
Pas de bruit diplomatique entre Paris et Ouagadougou, mais la diplomatie burkinabé s'est retrouvée à devoir gérer les prises de position assez critiques dans l'opinion nationale contre la présence militaire française dans le Sahel. Une sorte de crise de confiance qui a abouti à la convocation d'un sommet entre la France et les pays du G5 Sahel pour clarifier leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Ce sommet, prévu à Pau en France, fera partie des tout premiers voyages de Roch Marc Christian Kaboré en janvier 2020. Politique à présent, 2020, année électorale au Burkina Faso, vous le savez déjà, et les partis politiques se mobilisent pour tirer leur épingle du jeu. À l'UNIR-PS, c'est un congrès qui va désigner les candidats du parti aux élections à venir. Le comité chargé de l'organisation du dit congrès est mis en place à Ouagadougou. Reportage Alidou Badini Zoubaviel David Dabiri. L'UNIR-PS sera au rendez-vous des échéances électorales de 2020. L'annonce est faite ce matin au siège du parti par son président. Et pour réussir cette participation, Maître Benouende Stanislas Sankara procède ici à la mise en place d'un comité national commis à l'organisation d'un congrès extraordinaire les 27, 28 et 29 mars prochains. Un congrès qui devra identifier les candidats à présenter et définir la stratégie de campagne. Vous savez que les élections qui arrivent, c'est des élections présidentielles et législatives. On ne va pas à ces genre d'élections sans une bonne stratégie. C'est pour cela, déjà, nous avons commencé donc à nous préparer pour voir comment, par exemple, nous allons aborder ces échéances-là pour qu'au finish, l'UNIR sorte donc gagnante. À ce congrès, nous allons nous prononcer sur l'ensemble donc des questions liées aux élections, c'est-à-dire que ce soit les candidatures aux élections législatives ou présidentielles, nous étalons donc les bases et les critères pour permettre donc aux partis donc en tout cas d'avoir des bases saines et aller à la compétition et les gagner. L'UNIR-PS soutiendra-t-il la candidature du président Kaboré? Le congrès en avisera, dira Alidou Sanfo. Le sort des frondeurs du parti sera également à l'agenda de ce congrès extraordinaire, à en croire les organisateurs. Autre sujet d'actualité, les impacts négatifs de l'utilisation non contrôlée des pesticides. L'on en parle dans ce journal. Les acteurs sont réunis à Ouagadougou pour surtout clarifier les conditions de gestion de ces produits afin de garantir une utilisation saine des pesticides en vue de protéger les populations. Précision, Jean-Eudes Bayala, Maxime Zongo. Accroître la productivité, d'accord, mais pas à n'importe quel prix. Si les pesticides, notamment les herbicides et les insecticides, peuvent être d'un apport déterminant, il reste également établi que leur utilisation peut constituer un danger aussi bien pour l'homme que pour l'environnement. Et c'est pour garantir une gestion rationnelle et sécurisée de ces produits que le ministère en charge de l'agriculture réunit périodiquement les principaux acteurs afin d'échanger autour des meilleures conditions à observer. Comme vous le savez, on ne peut pas s'adonner aujourd'hui à des activités de commercialisation, d'importation, de distribution des pesticides sans avoir des agréments. Donc effectivement, nous allons d'abord examiner ceux-là qui ont déposé cette demande d'agrément. Ce matin, il est validé. Ce qui rentre aujourd'hui au Burkina, nous avons à peu près moins de 30% qui sont homologués. Donc vous voyez vraiment l'ampleur, n'est-ce pas, du problème des pesticides qui rentrent et qui ne sont pas homologués, qui ne sont pas autorisés. Donc c'est pourquoi le comité se doit de se rencontrer pratiquement 2 fois par an pour essayer d'établir sur ces difficultés-là et voir comment est-ce qu'il faut remédier, comment est-ce qu'il faut sensibiliser, former, informer ceux-là qui doivent importer, distribuer et vendre des pesticides au niveau national. Gestion sécurisée des pesticides au Burkina, gage d'une alimentation saine, c'est autour de cette thématique que vont se concentrer les réflexions. Objectif, trouver des solutions efficaces et durables afin de minimiser les risques liés à la mauvaise utilisation des pesticides. Un mot de cinéma à présent et je vous invite à découvrir la dernière production de 226 Wood, Coup d'État, qui est projetée en avant-première fin décembre dernier. L'idée de base, c'est de toucher le quotidien des Burkinabés. C'est un film comique réalisé par 3 jeunes acteurs. Césaire Carrefour, Sekou Zongo ont suivi la projection. L'univers du cinéma burkinabé vient d'ajouter à sa filmothèque une œuvre intitulée Coup d'État,
Ce produit fini est l'œuvre de 226 Wood, co-réalisation de Kizito Poda, Serge Ouedraogo et Rodrigue Kaboré. Pour ces réalisateurs, ce film est une invite à toute la population burkinabé d'éviter les actes inciviques, surtout en année électorale. La morale, c'était de faire comprendre qu'aujourd'hui, pour un rien du tout, on peut aller en erreur. Et vous savez qu'il y a les élections qui approchent. Nous sommes en train d'attaquer une année d'élections. Nous voulons attirer l'attention des uns et des autres, politiciens et non politiciens, qu'il faudrait que le Burkina sache que ça nous appartient à tous et que le Burkina, il faudrait qu'on fasse attention parce que rien qu'une phrase peut mettre le feu. Et pour l'éteindre, ça devient plus difficile. Ce film est un long métrage d'1 heure 45 minutes et a connu la participation de jeunes acteurs qui pour la majorité font leur premier pas dans le domaine cinématographique. Coup d'État est la première production de ce trio de réalisateurs. Il annonce la succession d'une série de films qui sortiront tous les 3 mois. Gandado est le titre du prochain film qui sortira en salle au mois de mars. Une bouffée d'oxygène à présent avec le Ouistiti d'or pour démarrer l'année dans la bonne humeur. Rire et sourire à gogo à la maison du peuple de Ouagadougou. Les spectateurs ne se sont pas ennuyés. Il faut dire que les humoristes ivoiriens et burkinabés sont à la hauteur pour les 10 ans de ce rendez-vous du rire. Idrissa Warga, Amadou Marcel To. Si un avion quitte les caméras avec à bord un candidat général ou un général candidat, rassurez-vous, l'avion ne sera pas débuté sur la frappe. Entamer le nouvel an à rire, Ouistiti d'or relève le défi de la maison du peuple. Comme message véhiculé, des élections apaisées cette année et un soutien renouvelé aux forces de défense et de sécurité. Les humoristes veulent jouer leur partition. Les opérateurs culturels veulent jouer leur partition. Il ne faut pas attendre que ça se gâte pour commencer à interpeller, pour sensibiliser. Il faut le faire en amont. Et nous pensons que les conflits et les guerres naissent d'abord dans les esprits des hommes et c'est là-bas qu'il faut les désarmer en amont avant que ça arrive. Je me suis tellement bien amusée que je pense que ça va continuer pendant longtemps. Chaque année, je suis sûre que je vais toujours être là pour le Ouistiti d'or. J'ai vu des humoristes qui ont fait la cohésion sociale, vivre ensemble et collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Vraiment, ce soir, c'est comme une leçon qu'on doit apprendre. Agréablement, c'était super, super. Et je pense que Salif Sanfoy a félicité pour cette initiative. Et surtout, l'idée de faire émerger des artistes, c'est encore louable. Elle fait du bon travail. Ce deuxième numéro des 10 ans de Ouistiti d'or voit le sacre de l'humoriste burkinabé Welvi la référence dans la catégorie Ouistiti d'or 2020 en attendant le spectacle du 4 janvier prévu au Sénaza. Voilà, donc ça continue ce soir au Sénaza et de la joie à la tristesse, il n'y a qu'un pas. Décédé le 26 décembre dernier à Paris, c'est ce samedi 4 janvier que le magistrat Antoine Komissambo a été conduit à sa dernière demeure. L'illustre disparu est élevé au rang de grand officier de l'ordre de l'Étalon à titre posthume. Retour sur cet ultime hommage avec Maxime Zongo. Après une veillée funèbre à son domicile le 6 à Pochaudin, suivi d'une messe à l'église, le cortège s'est ébranlé direction le cimetière municipal de Goung. Là-bas, c'est une foule de parents, amis, collègues et connaissances qui attendaient depuis le petit matin pour lui rendre un dernier hommage. Des hommages marqués par 9 discours tout aussi émouvants les uns que les autres. Du représentant de la famille au ministre de la Justice en passant par le représentant de sa famille politique, ses qualités humaines et professionnelles ont été longuement déclinées. Son dernier poste où on travaille ensemble, c'est au niveau de la commission constitutionnelle. C'est une conscience qui nous quitte. C'est une perte pour son pays, c'est une perte pour le Burkina Faso,
et ses collègues. Magistrat de grade exceptionnel, l'homme aura connu une carrière professionnelle et politique bien remplie. Juge d'instruction, président du tribunal populaire de la Révolution, président de la Cour suprême, député, puis ministre de la Justice 1989-1991, puis conseiller spécial à la présidence, son dernier poste. Pour tous ses services rendus à la nation, il a été fait officier de l'ordre de l'étalon à titre posthume. Antoine Komi Sambou était âgé de 67 ans. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Décoration à titre posthume et exceptionnel également à Adama Pierre Traoré, ingénieur de la géologie et des mines, ancien directeur général adjoint du bureau voltaïque de la géologie et des mines et fonctionnaire international, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 81 ans. Un dernier hommage est rendu à l'illustre disparu donc à son domicile à Ouagadougou en présence de Isiaka Ouedraogo et Amandine Lalsaga. À titre posthume et exceptionnel, Adama Pierre Traoré est fait commandeur de l'étalon. Ingénieur chevronné de la géologie et des mines, il est décédé le 29 décembre 2019 à l'âge de 81 ans. Vu tout ce qu'il a fait pour ce pays, c'est bien mérité. Et je remercie le président du Faso pour cette distinction qu'il a offerte. Membres du gouvernement, collaborateurs et amis du défunt ont tour à tour salué la mémoire d'un grand homme. C'est le souvenir d'un homme compétent, travailleur malgré le poids de l'âge, parce qu'il avait quand même 81 ans, très rigoureux. C'est une personne que j'ai connue en 1979 lorsqu'il était directeur général adjoint du BUMIGEP. Je retiens de lui un homme très consciencieux et très compétent. J'étais impressionné par son professionnalisme. Adama Pierre Traoré est né en 1938. Diplômé de l'Université de Lyon en géologie et mines de Paris, il fait partie de la première génération des cadres supérieurs de ce secteur au Burkina Faso. Directeur général du comptoir burkinabé des métaux précieux de 1986 à 1989 et chef de programme des mines et énergies de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique de 1990 à 2000. Adama Pierre Traoré laisse derrière lui une veuve, 4 enfants, 9 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Il repose désormais dans son village à Takalidougou, à l'entrée de la ville de Banfoura. Et pour finir, nous allons à l'étranger avec ces manifestations de colère en Iran et dans la région du Moyen-Orient après la mort du général Soleimani suite à un raid aérien américain à Bagdad. Les milices pro-Iran crient à la vengeance donc, mais la question qui se pose, de quelle vengeance va-t-il s'agir ? C'est aujourd'hui que l'Iran enterre le général Qassem Soleimani abattu dans un raid américain. Le guide suprême visite sa famille, mais le temps des condoléances laisse déjà place aux menaces. Le monde entier appelle à la retenue dans la région quand l'Iran promet pour la mort de son héros national la vengeance. La République islamique a le droit légal de répondre quand et de la manière qu'elle jugera appropriée, a dit le ministre iranien des Affaires étrangères. Nous ne tomberons pas dans la propagande et le chantage des Américains. Lorsque nous le jugerons approprié et de la façon dont nous le jugerons approprié, nous donnerons la réponse appropriée, comme l'a dit le guide suprême. Qassem Soleimani, responsable de la force Al-Quds, chargée des opérations extérieures de l'Iran, a été tué hier sur ordre de Donald Trump. Nous avons pris des mesures hier pour arrêter une guerre, a déclaré Donald Trump. Nous n'avons pas agi pour déclencher une guerre. J'ai un profond respect pour le peuple iranien. C'est un peuple remarquable avec un héritage incroyable et un potentiel illimité. Nous ne cherchons pas un changement de régime. Cependant, l'agression du régime iranien dans la région, y compris l'utilisation de combattants par procuration, pour déstabiliser ses voisins, doit cesser et doit cesser maintenant. Selon Donald Trump, Qassem Soleimani préparait une action d'envergure menaçant des centaines de vies américaines. Le raid a également coûté la vie au numéro 2 du Hajj d'Al-Shabib, des militaires pro-Iran dont les partisans ont assailli pendant 2 jours l'ambassade des États-Unis à Bagdad.
Voilà, on s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Sanoua Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la synthèse des actualités sur la télévision du Burkina. Très bonne soirée à tous.